Bon, bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'ouvrir cette conférence autour du projet de loi de finances, un exercice que nous réalisons depuis quelques années, auquel nous tenons beaucoup, qui constitue, on espère, un temps fort de notre vie démocratique. Et donc nous entendrons des présentations par l'Observatoire de macroéconomie du CEPREMAP, puis de l'Institut des politiques publiques, suivi d'un débat auquel nous remercions Éric Coquerel et Jean-René Cazeneuve de participer, ainsi que François Langlais d'avoir accepté d'animer le débat comme d'habitude. Voilà, donc je laisse la parole à Antoine. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Bienvenue au campus Jourdan, dans l'amphithéâtre Daniel Cohen. Alors c'est difficile de ne pas avoir un petit moment de pensée pour Daniel qui nous a quittés prématurément cet été. Il a été un des initiateurs de cette conférence annuelle, probablement le plus enthousiaste de tous les initiateurs de cette conférence annuelle. Il y voyait vraiment un rôle très important que les chercheurs, les scientifiques, les universitaires puissent participer au débat démocratique, à amener des éléments, nourrir ce débat. Et donc, on va tenter de poursuivre ce projet cette année et les années qui suivent. Et je remercie Claudia et le CEPREMAP d'avoir maintenu ce projet à jour par leur soutien financier et leur collaboration scientifique. Je remercie également PSE, l'École d'économie de Paris, pour son directeur Jean-Olivier Hérault, pour le soutien continu à l'Institut des politiques publiques, tout comme le groupe des écoles nationales d'économie statistique, le Jeunesse, et sa directrice Catherine Gaudy, qui soutient aussi avec PSE ce projet de l'Institut des politiques publiques de faire de l'évaluation des politiques publiques de façon large et répétée. Cette année, je dois ajouter des remerciements supplémentaires pour l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui a financé les projets de recherche, le projet de recherche qui est sous-jacent à des résultats qui vous seront présentés aujourd'hui sur les émissions carbone des entreprises du tissu productif français. Mes remerciements, comme ceux de Claudia, vont aussi également à François Langlais et aux deux parlementaires de la Commission des finances, le président de la Commission des finances, Éric Coquerel, et le rapporteur général du budget, d'avoir accepté une fois encore de venir débattre ici, sur le campus Jourdan, des enjeux budgétaires qui se profilent à nous. Alors avant de laisser la parole aux chercheurs qui vont vous présenter les travaux, juste vous dire que c'est la 6e édition de cette conférence annuelle. Alors après les grandes mesures fiscales du début du quinquennat d'Emmanuel Macron, après la crise des Gilets jaunes, après la crise Covid, après la crise énergétique, cette année peut paraître assez calme. Moins de grandes mesures à évaluer et pourtant il y a des éléments de fond qui rendent les enjeux budgétaires très importants. L'inflation, d'abord, à la fois pour des enjeux macroéconomiques et pour la bonne compréhension des mesures fiscales et budgétaires qui peuvent être liées, les questions d'indexation. La question des taux d'intérêt qui remonte et change considérablement la question de la trajectoire des finances publiques qui a été un moment mis de côté comme plus fondamentale. Et on va voir ça, la question de la présentation de l'Observatoire de macroéconomie du CEPREMAP va prendre cette question au cœur de la trajectoire des finances publiques. Et puis, troisième point, l'éléphant dans la salle, la question de la transition écologique et de la transition climatique. Quelles sont les mesures budgétaires? Comment pouvoir faire une évaluation, finalement, un budget vert? Et là, ça sera la contribution nouvelle de l'Institut des politiques publiques, d'arriver à faire une contribution sur la façon dont on peut mesurer l'impact en termes d'émissions carbone des mesures budgétaires, à la fois celles qui sont directement, qui ont une visée directement environnementale, mais aussi les mesures budgétaires qui n'ont pas directement une visée environnementale. Je vais tout de suite laisser la parole à François Langlais, qui est directeur de l'Observatoire macroéconomie du CEPREMAP, pour nous faire la présentation sur la trajectoire macroéconomique au sein du projet du budget. François, tu as la parole. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, je vais vous présenter la contribution du CEPREMAP qui cherche simplement à évaluer les aspects macroéconomiques du projet de loi de finances. Et donc, je vais essayer de vous présenter un peu les enjeux autour de l'incertitude quant à sa réalisation. Donc, le projet de loi de finances regroupe en fait deux types de variables.
pour l'horizon 2024-2027, il y a un premier groupe de variables qui sont les variables décidées par le gouvernement, que sont ses dépenses et ses recettes. Et puis, il y a un ensemble de prévisions macroéconomiques qui tentent de voir, enfin, qui mettent en cohérence les prévisions du gouvernement en termes de dépenses et puis le contexte macroéconomique dans lequel elles se placent, ces dépenses, et donc de voir si c'est crédible budgétairement ou pas. Alors donc pour nous, évaluer le PLS, ça va être en gros mesurer l'incertitude qu'il y a autour de la trajectoire d'inflation, de croissance et d'environnement macroéconomique en général, pour voir si la cohérence d'ensemble du plan du gouvernement est vraisemblable. Donc l'enjeu en fait de ce plan de ce PLF, c'est de stabiliser la dette à l'horizon 2027 à environ 108% du PIB. Donc ça, c'est l'objectif affiché du PLF. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, en fait, c'est de révéler un peu quelles sont les conditions macroéconomiques qui vont permettre la réalisation de cet objectif. Alors juste pour rappeler les éléments de contexte, c'est quoi l'endettement français depuis l'avant-crise des subprimes ? Bien, vous voyez que en fait, l'endettement français a continuellement cru, sauf finalement à partir du premier quinquennat Macron où il s'est stabilisé, puis après il y a eu l'effet de la dette Covid, et puis après il y a cette prévision qui est une stabilisation sur l'horizon de prévision jusqu'en 2027 de la dette. Alors maintenant, évidemment, ce qui est important de comprendre, c'est comment évolue cette dette. Alors la dette d'aujourd'hui, c'est la dette d'hier augmentée des frais d'intérêt, et puis évidemment cette dette augmente en fonction de l'écart entre les dépenses et les recettes, ce qu'on appelle le déficit primaire. Mais plus important que la dette, c'est vraiment de voir comment évolue la dette relativement à la richesse, c'est-à-dire le ratio dette sur PIB. Et ce ratio dette sur PIB, eh bien, il évolue en fonction de deux choses. D'une part, évidemment, le déficit. Donc, évidemment, si le déficit primaire augmente, ça fait augmenter la dette. Et puis, un deuxième élément, c'est l'écart entre le taux d'intérêt réel et la croissance. Donc, si les intérêts sont plus élevés que la croissance, eh bien, la charge d'intérêt de la dette fait croître la dette, alors que si le taux d'intérêt réel est plus petit que le taux de croissance, alors la croissance permet de faire baisser la dette. Donc on voit que dans cet environnement macroéconomique, ce qui est important de contrôler finalement, c'est d'une part le déficit primaire, le taux d'intérêt nominal et puis le taux d'inflation et le taux de croissance de l'économie. Donc évidemment, avec ces quatre variables-là, on peut déjà déterminer en grande partie comment évoluera le ratio d'endettement dans un pays. Donc déjà, première chose à bien analyser, c'est comment évolue ce que contrôle directement le gouvernement, c'est-à-dire l'écart entre ses dépenses et ses recettes. Donc là, on voit que ce que prévoit le gouvernement sur l'horizon du PLF, c'est une baisse assez importante en termes de pente de ses dépenses, avec des recettes relativement stables. Et on voit que finalement, sur l'horizon de prévision, le déficit reste positif. Donc le gouvernement ne stabilisera pas le ratio dette sur PIB grâce à un excédent. Donc il s'attend forcément à ce que l'environnement conjoncturel lui permette de stabiliser quelque chose qui restera un déficit sur l'horizon de prévision. Donc qu'est-ce qui va lui permettre de stabiliser cet endettement? Eh bien, en grande partie, évidemment, il mise sur une trajectoire de croissance assez importante, puisque cette trajectoire de croissance est prévue pour rattraper la tendance de long terme de 1,3 par an, qui a commencé à être amorcée au début du quinquennat Macron, qui était un petit peu plus haute que la croissance de long terme amorcée sur le quinquennat Hollande. Donc elle est un peu plus élevée en tendance de long terme, et puis du coup, ça fait qu'elle rattrape cette tendance. Donc évidemment, pendant cette trajectoire-là, ce taux de croissance est relativement plus élevé que 1,35, puisque évidemment, il faut rattraper son 1,35 à long terme. Donc la croissance est assez forte, prévue dans le PLF. Deuxième élément important du PLF, l'inflation est relativement faible parce qu'elle reviendra à la cible de 2% à l'horizon 2024. Donc ça, on peut déjà voir deux éléments macroéconomiques importants ici dans ces deux diapositives, qui sont que le PLF prévoit une forte croissance du PIB et une inflation assez faible à moyen terme. Troisième élément important, l'évolution des taux d'intérêt. Et donc là, on voit que ce qui est prévu dans le PLF, c'est que le taux d'intérêt prévu sur les remboursements de la dette est assez faible par rapport au taux d'intérêt de la BCE, donc le taux d'intérêt d'emprunt sur les marchés à court terme. Donc on voit ici que ce que prévoit le gouvernement, finalement, c'est un taux d'intérêt de remboursement sur sa dette qui est assez faible, étant donné que la maturité moyenne de sa dette, c'est 8 ans, donc il prend en mémoire le fait qu'il a pu emprunter pendant assez longtemps à des taux d'intérêt très bas, et donc du coup, ça mettra pas mal de temps pour remonter. Donc ça, évidemment, ça nous conduit à immédiatement faire l'écart entre les taux d'intérêt, l'inflation et le taux de croissance, ce fameux R-G. Et donc on s'aperçoit que finalement, depuis le début du quinquennat Macron, les finances publiques sont assez facilement gérables, puisque R-G est négatif sur l'ensemble du premier quinquennat, et puis sur l'horizon de prévision, ce R-G est aussi négatif, donc ce qui facilite grandement la non-explosion de la dette.
Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le PLF? Qu'est-ce qu'il y a dans le PLF? Il y a évidemment une croissance du PIB qui est assez forte. Et puis, deuxième point important du PLF, il y a un assez fort contenu en emploi de cette croissance. Donc, on verra que ces deux points sont assez centraux pour comprendre les enjeux de l'instabilité du PLF et de l'incertitude autour de ce PLF. Deuxième élément important, l'inflation est prévue pour être assez faible. Donc, on va avoir une forte croissance, un fort contenu en emploi et une très faible inflation au même moment. Et ça, c'est prévu dans un contexte où le gouvernement choisit de réduire ses dépenses. Donc les dépenses de consommation baisseront et les dépenses de transfert aux ménages baisseront également. Et donc ça le permettra comme résultat d'avoir cette stabilisation de la dette. Donc ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est de déterminer quelles sont les évolutions sur les différents marchés permettant à toutes ces prévisions de se réaliser simultanément. Alors l'originalité de la méthode qu'on va présenter aujourd'hui, c'est une méthode un peu rigolote dans le sens où ce qu'on va faire, c'est en fait l'inverse de tout ce que vous avez pu apprendre si vous avez fait des cours d'économie, c'est qu'on va prendre les modèles à l'envers. Donc on va dire, imaginons que les prévisions du PLF soient justes, donc on va les prendre comme nos données, et on va essayer d'évaluer quelles sont les évolutions de l'économie et donc comment faire bouger le modèle pour qu'il réalise effectivement ses prévisions. Et on va du coup, en regardant toutes les petites choses qui ont changé dans le modèle, pouvoir identifier quels sont les ingrédients nécessaires dans les changements comportementaux, dans les changements de structure de marché pour que le PLF se réalise. Donc évidemment, pour faire ça, on a besoin d'un modèle. Donc on va servir du modèle qu'on développe ici depuis maintenant 3-4 ans, qui est le modèle CEPREANC. Alors comment ça marche? En général, quand vous faites un modèle économique, vous définissez un contexte, qui sont les variables exogènes, les différents ingrédients. On définit le modèle, et puis la politique gouvernementale, étant donné une politique gouvernementale, on peut définir un ensemble de résultats que peuvent être par exemple des agrégats macroéconomiques, des inégalités et des taux d'intérêt. Ça, c'est évidemment ce qu'on a l'habitude de faire, c'est on définit un contexte, on a un modèle qui lie le contexte, étant donné une politique, à des réalisations de variables économiques. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre du coup à l'envers. On va partir des agrégats, c'est-à-dire ce que suppose le gouvernement, comme dans ses prévisions, et on va inverser le modèle pour déterminer quel est le contexte qui doit se réaliser pour que l'ensemble des prévisions du gouvernement se réalisent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le PIB, l'inflation, les salaires, les heures travaillées, la consommation, la dette publique, et on va aussi prendre évidemment le taux de la BCE, et on va, étant donné la politique gouvernementale, on va inverser le modèle, et puis on va déterminer quels sont les prix de l'énergie, la prime de risque, les comportements des ménages en termes de demande, les comportements des entreprises en termes de fixation des prix, et les comportements des syndicats en termes de fixation des salaires et de l'offre de travail, qui permettent du coup au PLF de se réaliser. Et donc on va, du coup, une fois qu'on aura identifié toutes les petites choses qui doivent changer, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ces modifications sont plausibles ou pas? Et en fonction de la plausibilité un petit peu subjective ou statistique qu'on peut avoir de ces différents indicateurs, on aura du coup une espèce d'évaluation de l'incertitude de la réalisation du PLF. Donc pour faire cela, on va utiliser 15 séries macroéconomiques qui sont prévues dans le PLF. Alors d'un côté, il y a tout ce qui est marché des biens et financier, donc il y a le PIB, l'inflation et les différents taux d'intérêt. Il y a évidemment les prix de l'énergie et puis le bouclier tarifaire. Ensuite, il y a tout ce qui est marché du travail. Donc le marché du travail, dans notre modèle, est séparé finalement en trois types de travailleurs. Des travailleurs à bas salaire, des travailleurs à salaire moyen, des travailleurs à haut salaire. Donc pour vous donner une idée, les hauts salaires, c'est les gens qui travaillent dans la finance et dans l'informatique. Les salaires moyens, c'est l'industrie, l'administration et puis la construction évidemment et l'immobilier. Et puis dans les bas salaires, c'est l'agriculture et le commerce. Et donc du coup, on a déterminé... On a utilisé toutes ces séries-là, et toutes ces séries-là vont nous permettre de déterminer des chocs qui sont des changements dans les comportements. Donc par exemple, la série de salaires réels et les heures travaillées réelles vont nous permettre de déterminer simultanément le comportement d'offre de travail des ménages à bas salaire et leur productivité. Par exemple, le PIB va nous permettre de déterminer la demande de consommation des ménages. L'inflation va déterminer le taux de marge des entreprises. Et évidemment, on a le bloc gouvernemental. Avec des dépenses publiques du gouvernement, on peut séparer ces dépenses en deux types, la consommation et les transferts. Et ça, c'est une série aussi qui est donnée par le PLF. Et donc, on peut l'utiliser comme une variable qui va nous permettre de révéler les chocs gouvernementaux d'évolution de la politique économique du gouvernement. Une fois qu'on a fait ça, on peut donner déjà un premier résultat. Donc, on estime le modèle. Et puis, on s'aperçoit que grâce à ce modèle, on peut montrer que simplement 22% des écarts de PIB à sa tendance de long terme planifiée par le PLF sont dus aux décisions du gouvernement. Donc, ce qui veut dire, le corollaire de ça, c'est évidemment que tout le reste des écarts du PIB par rapport à sa tendance de long terme sont dus à autre chose que des décisions du gouvernement. Donc ça, ce 22%, il est assez important parce qu'il montre finalement que l'effort budgétaire du gouvernement est assez faible et donc impliquera
peu de variation du PIB. Donc tout finalement l'ajustement budgétaire du gouvernement, une grande partie de l'ajustement budgétaire du gouvernement en fait repose sur les épaules de l'ajustement du marché. Donc c'est quoi les ajustements du marché? Bien, en grande partie, ça va être des ajustements de la productivité des travailleurs. Une autre grande partie, c'est les ajustements du taux de marge, les ajustements aussi liés à l'offre de travail, et puis les ajustements qui sont liés aussi à la demande des ménages en termes de consommation. Donc on va avoir finalement des choses qui sont assez favorables au plan du gouvernement, c'est-à-dire que dans le gouvernement table sur le fait que ces chocs de taux de marge vont être finalement des chocs négatifs, c'est-à-dire que pour que le PLF se réalise, il faut que les entreprises aient des taux de marge relativement plus faibles en moyenne que ce qui était observé dans le passé. Donc si ça c'est vrai, à ce moment-là, le plan du gouvernement peut se réaliser. De même que pour la productivité, par exemple, eh bien, pour que le plan PLF se réalise, il faut que la productivité soit beaucoup plus faible que ce qu'elle était observée de par le passé. Donc si ces deux chocs-là se réalisent, eh bien, une grande partie des prévisions du gouvernement seront réalisées, puisque vous voyez que l'importance de ces chocs dans la variation du PIB est relativement importante. Pour les inégalités maintenant, ben, ce qu'implique en fait, finalement le PLF, c'est en fait on va supposer que la baisse des transferts planifiés par le PLF s'opère de manière uniforme sur tous les transferts de l'économie. Et donc, si on fait cette hypothèse-là, alors on voit que les inégalités vont revenir assez rapidement. En 2027, les inégalités seront les mêmes qu'avant la crise Covid. Donc, on aura évidemment cette courbe en U qui fait que petit à petit, les inégalités vont remonter à leur niveau d'avant Covid, du fait en partie de la réduction des transferts ici planifiés comme étant uniformes sur tous les transferts. Donc maintenant, quel est le contexte général en fait, du PLF? Le PLF, c'est un taux de croissance moyen annuel sur les 5 années de 1,65, une inflation à 2,15, une dette à 108, un emploi à 0,64% de croissance par an, et puis des inégalités qui sont entre les plus riches, c'est-à-dire les informaticiens, les 10% les mieux payés, et les gens qui travaillent dans les métiers du commerce, les 10% les moins payés, eh bien, il y aura un écart de 6 fois et demi la consommation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on suppose qu'en fait les vents un peu favorables permettant la réalisation du PLF sont un petit peu moins favorables. Donc imaginons que finalement la baisse des taux de marge nécessaires à la réalisation du PLF soit un petit peu moins importante que celle nécessaire pour que les prévisions du gouvernement soient réalisées. Eh bien, du coup, si on fait ça, là, ce qu'on a simplement fait, c'est qu'on a réduit de 25% la baisse des marges nécessaires à la réalisation du PLF. Donc, si on fait ça, évidemment, on a beaucoup moins de croissance. Le taux de croissance baisse de quasiment 0,15 points. Évidemment, comme les taux de marge sont plus élevés, du coup, l'inflation augmente. Ça, évidemment, ce n'est pas du tout bon pour la croissance parce que comme il y a moins de croissance, du coup, à niveau de dépenses gouvernementales données, le ratio d'endettement, évidemment, augmente puisqu'il y a moins de PIB et il y a plus de dépenses. Donc, évidemment, ça, ce n'est pas très bon pour le ratio d'endettement. Et puis, là, ça ne va pas être si mauvais que ça pour les inégalités parce que comme R-G diminue, du coup, les rentiers gagnent un peu moins que les travailleurs sur les marchés. Donc là, pour les inégalités, c'est relativement favorable. Mais ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que un tout petit écart de taux de marge met la prévision du gouvernement un petit peu à mal. Donc ça, c'est une première chose, tant sur le niveau de la croissance que sur le niveau de l'endettement. Évidemment, on s'aperçoit tout de suite que si le taux de marge doit si fortement baisser, c'est parce que dans les prévisions du gouvernement, en fait, il est fait un plan qui est assez contraignant pour lui. C'est-à-dire qu'il prévoit une forte croissance du PIB, certes, mais surtout, il prévoit une très très forte croissance de l'emploi. Et donc le corollaire de ça, c'est qu'évidemment, la productivité du travail baisse. Et donc, pour faire face à cette baisse de la productivité, donc l'augmentation des coûts des entreprises, si elles doivent vendre autant, puisque la croissance est assez forte, eh bien, il est nécessaire qu'elles baissent leurs marges. Donc, du coup, forcément, si j'augmente un tout petit peu la productivité, c'est-à-dire si je suis un tout petit peu moins optimiste que le gouvernement sur la création d'emplois, et si j'augmente donc du coup un petit peu la productivité, ici on l'a augmenté de 25% par rapport à sa trajectoire nécessaire à la réalisation du PLF, mais vous voyez tout de suite que la croissance est bien meilleure. Vous voyez aussi que du coup je fais beaucoup moins d'inflation. Par contre, évidemment, les inégalités augmentent puisque la croissance... pourquoi les inégalités augmentent? C'est vrai que R-G baisse. Pourquoi Attendez.
Bon, je sais plus. Ok. Donc là, en fait, on voit une chose importante se produire, c'est qu'en fait, ce qui est très déstabilisant pour le PLF, c'est qu'en fait, il prévoit une croissance du PIB forte, une croissance de l'inflation assez faible, et le problème, c'est que ça contraint la productivité à être relativement réduite sur la trajectoire. Donc ça, évidemment, pour contrebalancer ce choc, il faut forcément qu'il y ait une baisse des taux de marge qui permettra à la croissance d'être un peu meilleure et à l'inflation d'être faible. Donc évidemment, on voit tout de suite qu'on arriverait finalement à une prévision un peu moins pessimiste, enfin un peu plus réaliste si vous voulez, parce que là en fait ce qu'il faut quand même que vous ayez en tête, c'est que la réduction des taux de marge nécessaire à la réalisation du PLF, c'est approximativement 8 points de baisse des taux de marge sur l'horizon de prévision en moyenne. Donc c'est quand même très important, donc c'est assez peu réaliste. Or, on voit tout de suite qu'on pourrait rétablir une partie de ce réalisme en faisant un peu moins de croissance en emploi, donc des pertes de productivité un peu moins importantes, et donc du coup des baisses de marge nécessaires beaucoup moins importantes que les 8 points sur la prévision du PLF. Donc évidemment, d'autres facteurs aussi expliquent le PLF, c'est que évidemment ils sont assez aussi positifs sur l'emploi, c'est-à-dire qu'il est prévu dans le PLF que l'emploi augmente beaucoup. Donc une partie de cette augmentation de l'emploi est liée au fait que les réformes des retraites vont retarder l'âge de départ en retraite, et donc c'est comme si on augmentait de manière assez mécanique l'offre de travail dans l'économie. Un autre facteur de risque qu'il ne faut pas sous-estimer dans la réalisation du PLF, c'est le fait que le taux d'intérêt sur la dette est prévu comme étant assez faible. Ça, vous voyez que ça, c'est une prévision qui est réaliste si l'endettement de la France et si sa crédibilité à rembourser reste assez stable sur toute la période. Évidemment, ce n'est pas forcément sûr, parce que ce n'est pas forcément sûr que les entreprises acceptent de baisser leurs marges autant, des choses comme ça. Donc si quelque chose n'est pas au rendez-vous, du coup, ce n'est pas évident que les taux d'intérêt restent bas. Donc là, ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a essayé de voir quelle était la sensibilité de nos résultats à une variation du taux d'intérêt d'emprunt de l'État français quand il s'endette. Là, vous voyez que dès que le taux d'intérêt augmente un tout petit peu, dès que la prime de risque augmente un petit peu, ça a un fort impact sur le ratio dette sur PIB. Enfin, dernière chose, évidemment, il y a le problème de la demande qui fait qu'on arrive à avoir suffisamment de croissance, mais avec très peu d'inflation. Donc ça veut dire que la demande des ménages ne met pas sous pression les prix. Donc ça, évidemment, on peut supposer aussi que c'est peut-être un scénario très, très pessimiste du côté du gouvernement, puisqu'en fait, il sous-estime peut-être l'appétence des ménages à consommer. Si on l'augmente un tout petit peu, vous voyez que ça augmente un petit peu la croissance, mais ce n'est pas non plus très, très important. Donc on peut se dire que cette prévision sur la demande n'est pas centrale dans le scénario du gouvernement. Donc à retenir, c'est que si les marges des entreprises ne se contractent pas autant que ce qui est nécessaire à la réalisation du PLF, eh bien l'endettement peut passer de 108 à 111. Donc on peut avoir 3 points de ratio de dette sur PIB qui se réalisent si les entreprises ne réalisent pas les baisses de marge nécessaires à la réalisation du PLF. Évidemment, si la demande ou si la productivité n'ont pas le scénario défaitiste qu'il y a dans le sous-jacent au PLF, et là aussi, par contre, je peux, évidemment, si je suis moins pessimiste sur la productivité, bien, je peux avoir un ratio de dette sur PIB qui est meilleur. Donc là, vous voyez que j'ai ces choses qui sont en arbitrage, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même une incertitude assez importante sur le fait que ce couple productivité-taux de marge écarte de manière assez importante le scénario de référence. Donc, au bilan, on a finalement détecté peut-être un problème au cœur du PLF, qui est qu'au niveau de la projection globale du gouvernement, il y a cette volonté d'afficher un résultat très fort en emploi qui nécessite à un niveau de croissance raisonnable, comme c'est le cas dans le PLF. On pense que le niveau de croissance en lui-même n'est pas complètement déraisonnable. Le problème, c'est l'évolution de la croissance du PIB par rapport à l'emploi. Comme cette croissance est très riche en emploi, ça crée un choc négatif pour les entreprises assez important qui doit être compensé par les taux de marge. Et ça, évidemment, c'est pas si mal pour l'inflation, parce qu'évidemment, des taux de marge bas et une offre de travail importante, ça permet aussi de réduire l'inflation. Donc ça, finalement, ça permet aussi de rendre crédible ce scénario de 2% d'inflation. Et, in fine, on a finalement une dette qui est assez stable, parce qu'évidemment, il y a de la croissance, il n'y a pas beaucoup d'inflation, et surtout, on a aussi des taux de remboursement qui sont assez faibles. Donc tout ça fait que c'est cohérent, mais c'est un peu sur le fil du rasoir, parce qu'évidemment, ça tient à l'hypothèse que cette très forte réduction de la productivité sera
finalement un peu financés par les baisses de taux de marge des entreprises. Donc nous, ce qui nous semble comme évaluation pour conclure, c'est que ce PLF serait beaucoup plus crédible si la teneur en emploi de la croissance était un peu plus faible, et donc on avait une trajectoire de productivité plus modérée, donc avec une croissance de la productivité qui n'impliquerait pas que tous les ajustements se fassent par les taux de marge des entreprises. Alors enfin, juste pour conclure, évidemment, on voit que avec ce PLF, les taux d'intérêt réels restent assez élevés, les hauts salaires progressent un peu plus que les salaires du bas, donc évidemment ça augmente un peu les inégalités, enfin ça les fait augmenter au moins à leur niveau d'avant Covid. Et évidemment, ces inégalités-là, elles peuvent encore être renforcées si on n'a pas exactement un ciblage précis, d'où les transferts baisseront. Et donc nous, on peut faire éventuellement des projections en se disant avec le modèle on pourrait assez facilement montrer que si les baisses de transferts étaient ciblées sur les transferts indexés sur les revenus, évidemment ça n'augmenterait pas les inégalités, alors que si ces baisses de transferts sont plutôt ciblées sur des transferts beveridgiens, là évidemment ça augmenterait les inégalités et pour un même effet sur l'endettement. Donc évidemment il faut maintenant travailler sur comment optimiser ce plan de désendettement du gouvernement en certainement ciblant correctement les baisses de transferts programmées. Voilà, je vous remercie.